6 heures, le Nautilus, tantôt flottant, tantôt immergé, passait au large de Thor, assise au fond d'une baie dont les eaux paraissaient teintées de rouge, observation déjà faite par le capitaine Nemo. Puis la nuit se fit. Au milieu d'un lourd silence que rompait parfois le cri du pélican et de quelques oiseaux de nuit, le bruit du ressac irrité par les rocs, ou le gémissement lointain d'un steamer battant les eaux du golfe de ses pales sonores. De 8 à 9 heures, le Nautilus demeura à quelques mètres sous les eaux. Suivant mon calcul, nous devions être très près de Suez. À travers les panneaux du salon, j'apercevais des fonds de rochers vivement éclairés par notre lumière électrique. Il me semblait que le détroit se rétrécissait de plus en plus. À 9h15, le bateau étant revenu à la surface, je montai sur la plateforme. Très impatient de franchir le tunnel du capitaine Nemo, je ne pouvais tenir en place et je cherchais à respirer l'air frais de la nuit. Bientôt, dans l'ombre, j'aperçus un feu pâle, à demi décoloré par la brume, qui brillait à 1 mille de nous. « Un phare flottant », dit-on près de moi. Je me retournai et je reconnus le capitaine. « C'est le feu flottant de Suez, reprit-il. Nous ne tarderons pas à gagner l'orifice du tunnel. » L'entrée n'en doit pas être facile. Non, monsieur. Aussi, j'ai pour habitude de me tenir dans la cage du timonier pour diriger moi-même la manœuvre. Et maintenant, si vous voulez descendre, monsieur Aronnax, le Nautilus va s'enfoncer sous les flots et il ne reviendra à leur surface qu'après avoir franchi l'Arabian Tunnel. Je suivis le capitaine Nemo. Le panneau se ferma. Les réservoirs d'eau s'emplirent et l'appareil s'immergea d'une dizaine de mètres. Au moment où je me disposais à regagner ma chambre, le capitaine m'arrêta. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous plairait-il de m'accompagner dans la cage du pilote ?»« Je n'osais vous le demander, répondis-je. Venez donc, vous verrez ainsi tout ce que l'on peut voir de cette navigation à la fois sous-terrestre et sous-marine. » Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central. À mi-rampe, il ouvrit une porte, suivit les coursives supérieures et arriva dans la cage du pilote qui, on le sait, s'élevait à l'extrémité de la plateforme. C'était une cabine mesurant 6 pieds sur chaque face, à peu près semblable à celle qu'occupent les timoniers des steamboats du Mississippi ou de l'Hudson. Au milieu se manœuvrait une roue disposée verticalement, engrainée sur les drosses du gouvernail qui courait jusqu'à l'arrière du Nautilus. 4 hublots de verre lenticulaire, évidés dans les parois de la cabine, permettaient à l'homme de barre de regarder dans toutes les directions. Cette cabine était obscure, mais bientôt mes yeux s'accoutumèrent à cette obscurité et j'aperçus le pilote, un homme vigoureux, dont les mains s'appuyaient sur les jantes de la roue. Au dehors, la mer apparaissait vivement éclairée par le fanal qui rayonnait en arrière de la cabine, à l'autre extrémité de la plateforme. « Maintenant, dit le capitaine Nemo, cherchons notre passage. » Des fils électriques reliaient la cage du timonier avec la chambre des machines, et de là, le capitaine pouvait communiquer simultanément à son Nautilus la direction et le mouvement. Il pressa un bouton de métal et aussitôt la vitesse de l'hélice fut très diminuée.
regardait en silence la haute muraille très accore que nous longions en ce moment, inébranlable base du massif sableux de la côte. Nous la suivîmes ainsi pendant 1 heure à quelques mètres de distance seulement. Le capitaine Nemo ne quittait pas du regard la boussole suspendue dans la cabine à ses 2 cercles concentriques. Sur un simple geste, le timonier modifiait à chaque instant la direction du Nautilus. Je m'étais placé au hublot de bâbord et j'apercevais de magnifiques substructions de coraux, des zoophytes, des algues et des crustacés agitant leurs pattes énormes qui s'allongeaient hors des anfractuosités du roc. À 10h15, le capitaine Nemo prit lui-même la barre. Une large galerie noire et profonde s'ouvrait devant nous. Le Nautilus s'y engouffra hardiment. Un bruissement inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs. C'étaient les eaux de la mer Rouge que la pente du tunnel précipitait vers la Méditerranée. Le Nautilus suivait le torrent, rapide comme une flèche, malgré les efforts de sa machine qui, pour résister, battait les flots à contre-hélice. Sur les murailles étroites du passage, je ne voyais plus que des raies éclatantes, des lignes droites, des sillons de feu tracés par la vitesse sous l'éclair de l'électricité. Mon cœur palpitait et je le comprimais de la main. À 10h35, le capitaine Nemo abandonna la roue du gouvernail et, se retournant vers moi, « La Méditerranée », me dit-il. En moins de 20 minutes, le Nautilus, entraîné par ce torrent, venait de franchir l'isthme de Suez.